Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, le président chinois Xi Jinping a quitté Beijing pour effectuer ses premières visites d'État de l'année. Sa première destination est l'Arabie Saoudite, suivie de l'Égypte et l'Iran. Reportage. Avant sa visite d'État en Arabie Saoudite prévue pour ce mardi, le président chinois a rédigé un article dans les médias saoudiens. Il encourage les deux nations à accroître le volume de leurs échanges commerciaux bilatéraux. Il appelle aussi à l'établissement d'une communauté sino-saoudienne de l'énergie et à l'intensification de la coopération pragmatique dans des domaines comme les infrastructures, les investissements et les hautes technologies. Le dirigeant chinois explique que la Chine salue à la fois l'adhésion de l'Arabie saoudite à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures en tant que membre fondateur, mais aussi aux pourparlers en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange Chine-Golfe. Xi Jinping met en avant le souhait de Beijing de travailler avec Riyad à la promotion de la stabilité régionale et à l'interconnectivité à travers l'initiative Une ceinture et une route. Le président chinois souhaite également que les échanges de personnel se développent à tous les niveaux. Enfin, il encourage les Saoudiens à visiter la Chine. Dans son article, le président Xi Jinping mentionne que l'Arabie Saoudite est le premier pays arabe dans lequel il se rend depuis son accession au pouvoir. Cela est très important pour l'Arabie Saoudite. Il indique que la Chine porte un grand intérêt à ses liens avec l'Arabie Saoudite. Quant à l'Arabie Saoudite, elle appréciera d'avoir de saines relations avec la Chine. Au cours des 12 dernières années, le commerce extérieur sino-saoudien a dépassé 450 milliards de dollars, ce qui est un résultat exceptionnel. De part et d'autre, on souhaite accentuer la coopération et encourager la prospérité commune durant les années qui viennent. La Chine a une grande confiance dans les domaines politiques, économiques et militaires. Les efforts entrepris par la Chine au Moyen-Orient prouvent son rôle important dans le soutien humanitaire, mais aussi son implication dans la volonté d'apaiser les tensions et les crises régionales. Des représentants médiatiques de la Chine et de plus de 10 États arabes se sont réunis dans la capitale de l'Égypte, où ils ont tenu de longues discussions sur la façon d'améliorer la connectivité, les stratégies et les politiques en matière de coopération entre leurs organisations. Le dialogue est très important pour les médias arabes et cela pourrait améliorer davantage la connectivité et la coopération entre les organisations médiatiques chinoises et arabes. Je pense que la relation entre le monde arabe et la Chine, c'est une des relations les plus importantes et c'est aussi une relation très ancienne dans laquelle nous devons investir constamment. Un de ces éléments dont nous parlons aujourd'hui, la coopération médiatique, c'est un aspect très important. Les discussions ont produit un consensus sur le sujet et les séries télévisées sont un des domaines de coopération. Le directeur de Nile TV en Égypte, Madji Lachin, a confirmé que son réseau va diffuser une version arabe d'une série chinoise dans le cadre d'un programme d'échange. Nile TV va diffuser la version arabe d'une série chinoise mercredi. Il s'agit de notre première coopération avec la télévision chinoise. En plus de cela, nous allons rediffuser les téléséries chinoises comme La vie heureuse de Jin Tailang et Doudou et ses belles-mères. Cette année, c'est l'année culturelle Chine-Égypte et nous avons plusieurs autres projets de coopération qui s'en viennent. Vous allez voir encore plus de séries chinoises sur les ondes de Nile TV. En Égypte, la visite du président chinois est perçue comme une chance de revitaliser l'économie. Cela fera bientôt 5 ans que les événements de la place Tahrir ont eu lieu. Depuis, le pays a traversé de nombreuses phases d'instabilité. L'économie s'en est trouvée profondément affectée et nombreux sont ceux qui espèrent que la Chine pourra contribuer à sa reprise. Le Caire est l'une des capitales les plus peuplées et les plus dynamiques d'Afrique. Mais les conditions de vie sont devenues récemment de plus en plus difficiles. Cette détérioration a suivi celle de l'économie égyptienne qui tourne au ralenti depuis les 5 dernières années. Il y a aujourd'hui très peu de touristes au Caire et donc très peu de dollars dans les bazars de la ville. Dans la capitale, la sécurité est devenue une préoccupation de chaque instant. Dans certains quartiers, il est désormais interdit de filmer. Cela semble invraisemblable pour cette ville qui a tant d'histoire, de culture et de chefs-d'œuvre millénaires à partager. Le président Xi Jinping sera bientôt en visite dans un pays qui a été le témoin de changements dramatiques au cours des 5 dernières années. La population est enthousiaste à l'approche de sa venue et espère que la Chine pourra ramener l'Égypte sur la voie de la stabilité, de la prospérité et du développement.
L'économie est en déclin et nous essayons d'y remédier, donc investir avec la Chine pourrait être une bonne idée. Je suis enthousiaste à l'idée de touristes chinois car lorsqu'ils voyagent, ils achètent beaucoup de marchandises. Les Égyptiens sont également des acheteurs potentiels et une coopération entre la Chine et l'Égypte dans les secteurs manufacturiers et industriels nous aiderait à améliorer la situation. La Chine est une grande puissance économique, ce qui est une bonne chose. En Égypte, nous essayons de grandir également, donc cette visite est une bonne chose. La Chine est une grande puissance mondiale et elle peut aider l'Égypte dans le domaine économique et dans d'autres secteurs également. Peu de signes de l'enthousiasme suscité par l'arrivée du président Xi en Égypte sont visibles dans les rues du Caire, mais sa venue a attiré l'attention d'une grande partie de la population qui espère que la Chine et l'Égypte pourront restaurer la stabilité dans le pays. Le président Xi a quant à lui prévu d'aborder un grand nombre de questions lors de sa visite. L'Iran fut un centre majeur du transport et du commerce de l'ancienne route de la soie. Les siècles ont certes passé, mais le pays a conservé cette position dans les routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie. CCTV a rendu visite au deuxième plus grand fabricant d'automobiles d'Iran et s'est penché sur la collaboration entre la Chine et l'Iran dans le domaine. L'industrie automobile est en Iran considérée comme celle ayant le potentiel le plus vaste. Sa production représente 10% du PIB, à en croire les données communiquées par l'Organisation internationale de fabricants de véhicules motorisés. L'Iran a produit en 2014 1 100 000 voitures, soit une augmentation de 46% en glissement annuel. En raison des sanctions économiques et de droits de douane élevés, le développement de ce secteur a été difficile. Devant l'explosion du marché, de nombreuses entreprises étrangères se préparent depuis longtemps. Les fabricants chinois d'automobiles sont arrivés en Iran en 2002. Depuis, ils ont réussi à s'imposer. Ces dernières années, des projets de coopération ont été signés entre le constructeur chinois Briance et le groupe iranien Saipa. Au Moyen-Orient, l'Iran est une plateforme importante pour le groupe Briance. Nous suivons le principe selon lequel on fait d'abord du commerce, puis on investit dans les marchés étrangers. Depuis de nombreuses années, nous développons nos activités commerciales avec le groupe Saipa. La transition d'investissement a débuté en 2013. Il a fallu moins de 2 ans pour construire les lignes de production. Le groupe Saipa est le second constructeur automobile iranien. Il se partage 90% des parts de marché nationales avec un autre géant, Iran Khodro. Les 2 lignes de production ont été ouvertes en mai. Briance assure la fourniture des pièces automobiles ainsi qu'un soutien technique. De son côté, Saipa assure l'assemblage du véhicule. Briance s'inspire des éléments de design de BMW. Ils permettent de meilleurs résultats et ont un coût plus rationnel. Le groupe Saipa est responsable de la vente et de la maintenance. Le service après-vente de Saipa est réputé. C'est pourquoi ces voitures sont très populaires en Iran. Ce genre de coopération encourage également la modernisation et le développement de l'économie locale. C'est tout simplement bon pour les consommateurs. Les berlines chinoises ont acquis une solide réputation en raison de leur bonne performance. L'Iran étudie la mise en place d'incitations visant à accueillir des capitaux étrangers dans l'industrie automobile. En Iran et dans les pays voisins, la demande automobile est grande. Notre gouvernement souhaite une production locale. Nous travaillons donc avec Briance et pas seulement sur les lignes de production. Nous avons aussi besoin d'outils de production au niveau local, plutôt que de miser sur des instruments issus de l'étranger. J'espère que Briance investisse directement dans nos usines locales. Nous souhaitons aussi étendre nos activités au sein du marché du Moyen-Orient. L'initiative Une ceinture et une route offre une plateforme à tous les types d'acteurs se trouvant sur cette route. Le projet de la coopération Saipa et d'autres entreprises iraniennes en est le fer de lance. L'optimisme est de rigueur et on estime que l'initiative chinoise apportera d'autres effets positifs. Et pour la seconde partie de ce journal, nous sommes rejoints par Raïssa Girondin qui va nous présenter l'actualité chinoise. Bonjour Raïssa. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui dans le pays? On débute avec de l'économie chinoise. Le Bureau chinois des statistiques a annoncé que la croissance économique de la Chine s'était établie à 6,9% en 2015, un taux qui n'avait pas été aussi faible depuis 1990.
Le Bureau national des statistiques a indiqué que ce taux de croissance ne pouvait être considéré comme faible étant donné le contexte actuel. Ralentissement des exportations, surcapacité industrielle, marché immobilier morose et ralentissement de l'investissement. La production industrielle de la Chine a augmenté de 6,1% en 2015, tandis que les ventes au détail ont bondi de 10,7%. La croissance des investissements en immobilisation, l'un des moteurs de l'économie, s'est montée à 10%, un taux inférieur aux prévisions. La croissance des investissements dans le secteur immobilier a ralenti pour s'établir à 1% sur l'année. Wang Baoan, le commissaire du Bureau national des statistiques, a expliqué que la croissance restait adaptée. L'année 2015 a été caractérisée par un environnement national complexe et par des pressions baissières. En 2015, l'économie chinoise est restée dans une fourchette adaptée. La structure économique a été optimisée et la montée en gamme accélérée. Une nouvelle impulsion a été donnée et la vie de la population s'est améliorée. Dans le même temps, nous devons voir que l'environnement international reste complexe. La restructuration est montée en gamme intérieure et en phase ascendante, ce qui vient complexifier de manière généralisée un processus de réforme dantesque. La Chine compte bien tirer parti de son vaste marché de consommateurs grâce à une nouvelle réforme. Les analystes disent que la croissance de nombreuses industries pourrait baisser avant de reprendre. Les nouveaux modèles économiques seront ceux qui bénéficieront le plus des réformes. La consommation contribue désormais pour plus de 60% des 6,9% de croissance du PIB. La réforme axée sur l'offre intervient à l'heure où l'économie chinoise connaît une nouvelle normalité, c'est-à-dire une croissance plus faible qu'auparavant, mais de meilleure qualité. Le marché de la consommation en Chine sera le théâtre de cette nouvelle réforme. La nouvelle locomotive de la consommation est étroitement liée à l'intégration de la consommation et à l'ajustement de la structure de la consommation. Les services qui font appel à la diversification, à la personnalisation et qui utilisent l'expérience sont les nouveaux moteurs de la consommation. La nouvelle tendance de consommation va pousser le développement d'une industrie manufacturière et améliorer les services industriels. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre cette réforme. La Chine, lentement mais sûrement, accélère sa réforme axée sur l'offre en 2016. Les experts disent que les nouveaux modèles économiques, comme le commerce électronique, sont en plein boom. Les industries émergentes et les nouveaux modèles économiques, comme le e-commerce, sont en plein boom. Les industries du détail en ligne ont connu une croissance de plus de 30% l'an dernier, ce qui a dépassé le rythme de croissance de toute l'industrie du détail. Les industries émergentes dans les villes côtières comme Shenzhen et Shanghai croissent à un rythme supérieur à 10%. La réforme a pour but de prendre à bras le corps les problèmes auxquels font face les produits chinois. Manque de variété, manque de qualité et manque de sécurité. Elle pourrait aussi réduire la différence de prix entre les produits proposés à l'étranger et en Chine. Parmi les statistiques économiques annuelles chinoises de 2015, les chiffres de l'emploi ont particulièrement attiré l'attention des experts dans la mesure où ces derniers sont restés stables malgré le ralentissement de l'activité. Les experts rappellent que l'année 2016 sera déterminante pour trouver l'équilibre entre la croissance et un taux de chômage plus bas. En 2015, le taux d'emploi urbain a connu une croissance rapide. En septembre dernier, le nombre de salariés urbains avait déjà dépassé le niveau annuel fixé par le gouvernement. Il est d'ores et déjà confirmé que le nombre total de nouveaux emplois créés en Chine est de 13 millions. Pendant ce temps-là, le taux de chômage reste à un niveau relativement bas. À la fin du troisième trimestre 2015, le taux de chômage urbain s'élevait seulement à 4%, soit en légère diminution de 0,2% selon une enquête officielle. Les destructions d'emplois au cours du second semestre 2015 ont été plus faibles qu'au cours du premier semestre de l'année. La Chine fait face à un vieillissement de sa population. Chaque année, la population active perd près de 4 millions de personnes. Ainsi, ce sont 4 millions d'emplois en moins que le marché du travail doit offrir chaque année. Et dans le même temps, les politiques gouvernementales visant à stimuler l'offre et à réformer l'administration contribuent également à créer un nombre suffisant d'emplois. Un des autres points clés de l'année 2015 est l'importance donnée désormais à l'entrepreneuriat. Sous l'égide de la stratégie gouvernementale visant à promouvoir l'innovation à grande échelle, de plus en plus de jeunes diplômés se lancent désormais dans la création d'entreprises.
Selon l'Académie chinoise des sciences sociales, les nouvelles start-up du pays ont permis de créer près de 20% des nouveaux emplois. Et ce chiffre ne cesse de progresser. Aujourd'hui, ce sont près de 7% des jeunes diplômés qui décident de se lancer dans la création d'entreprises. Et le plus souvent, ils le font à travers le mouvement accompagnant l'innovation. Et il faut savoir que ce n'est qu'un début. À l'autre bout du spectre, les destructions nettes d'emplois continuent d'affecter les secteurs d'activité traditionnels, tels que dans l'industrie du charbon, dans la métallurgie et dans la chimie. Ces derniers ont été touchés de plein fouet par la baisse des commandes gouvernementales. La plupart sont désormais en surcapacité et ont été contraints de mettre des dizaines de milliers de salariés au chômage technique. C'est inévitable. Le gouvernement devrait aider ses salariés à retrouver un emploi en leur fournissant des formations qualifiantes afin de minimiser l'effet de ces destructions d'emplois sur l'économie. Les experts indiquent qu'un point de pourcentage de croissance en moins représente à peu près la destruction d'1,5 million d'emplois. Il est donc évident que l'une des priorités du gouvernement sera de trouver l'équilibre entre la croissance économique et la stabilité de la création d'emplois pour l'année 2016. Les groupes financiers mondiaux rendent leurs prédictions sur l'économie chinoise pour 2016. La plupart d'entre eux prévoient un ralentissement de la croissance du PIB total cette année. La banque d'investissement britannique Barclays a déclaré que la croissance en Chine ralentirait probablement à 6%, tandis que Suisse UBS a donné une prédiction plus positive de 6,2%. Citigroup, toutefois, a donné une prévision générale en disant qu'elle serait plus élevée que 5%. Beaucoup pensent que le gouvernement chinois a le pouvoir d'éviter une crise économique cette année. Les banques ont également donné des prédictions financières et Barclays pense que d'ici juin, la Banque centrale chinoise réduira les taux d'intérêt de 25 points de base, deux fois, tandis que le taux de change du yuan baissera à 6,8 yuan pour $1. Les prix des logements des villes de premier rang sont repartis à la hausse. Découvrons si cette tendance va se poursuivre cette année ou si elle n'est que passagère. La forte demande est le moteur de la reprise du marché immobilier dans les villes de premier rang. Malgré la récente hausse des prix, les habitants de Beijing estiment que les prix des logements vont continuer à augmenter. Je ne suis pas sûre pour la Chine dans son ensemble, mais je pense que les prix vont continuer à monter à Beijing, car les gens de tous les pays viennent s'installer à Beijing. Maintenant que la Chine assouplit sa politique de résidence, le hukou, je pense que Beijing va attirer un plus grand nombre de gens. Je pense donc que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter à Beijing, en particulier dans le centre. Je pense que la demande est toujours plus forte pour l'immobilier. Plus vous achetez tôt, plus la marge d'appréciation des prix est grande. Je vais probablement acheter d'ici 2 ans. Mais pour les analystes, le secteur immobilier va subir de nombreux vents contraires en 2016, en particulier dans les villes de rang inférieur où l'offre est excédentaire. Le volume des transactions devrait légèrement diminuer en raison du décalage entre l'offre et la demande, ainsi que des chiffres élevés enregistrés en 2015. Nous pensons que le volume de transactions total pourrait diminuer de 0 à 5% sur l'année. Ceci car la reprise n'est pas généralisée. Elle est concentrée dans les villes de premier et deuxième rang. Mais dans les villes de premier rang, l'offre pourrait également décliner. En plus de la demande interne, les investissements étrangers dans le marché immobilier chinois restent forts. La Chine est la 3e destination des investissements immobiliers dans la région Asie-Pacifique, derrière le Japon et l'Australie. Et les investisseurs étrangers devraient se concentrer sur les villes de premier rang. L'argent qui arrive en Chine est très différent de ce qu'il était par le passé. Traditionnellement, les gens qui venaient en Chine exigeaient des retours sur investissement élevés, des risques élevés. Donc il y avait beaucoup d'opportunités pour les capitaux venant en Chine par le passé. Mais nous nous attendons à voir beaucoup d'investisseurs et notamment des investisseurs institutionnels venir en Chine mais se concentrer sur les villes de premier rang. Et d'ajouter que les restrictions du gouvernement ont pesé sur la demande dans les villes de premier rang. L'assouplissement des politiques immobilières pourrait donc soutenir cette demande, car en raison de la volatilité des marchés boursiers et du peu d'options d'investissement disponibles, l'immobilier reste un placement de choix. Suite à l'arrivée de l'hiver à Shanghai, les parents
les parents attendent des heures avant de pouvoir consulter un médecin. Dans des hôpitaux pédiatriques de la ville. Le problème n'est pas un manque d'installation car il existe de nombreux hôpitaux pédiatriques dans la ville suffisants pour satisfaire la demande des habitants et des personnes extérieures. Le problème est plutôt que ce sont les plus grands hôpitaux qui possèdent les meilleurs médecins et les meilleurs équipements. Et afin de régler ce déséquilibre, Shanghai a établi un réseau de services pédiatriques qui inclut les hôpitaux de quartier et les centres de santé communautaires. Le centre de santé communautaire Kumei, dans le district de Minghan, offre des formations de rééducation aux enfants souffrant de maladies du cerveau depuis qu'il est membre du réseau de services pédiatriques de Futan. Avant, les parents de ce quartier devaient amener leurs enfants dans l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, qui est souvent surbondé. Chaque fois qu'on venait, on consultait un médecin différent. Mais pour une rééducation, je pense qu'il est préférable pour mon fils d'être suivi par un médecin régulier dont il est proche. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir un centre de santé communautaire. Mon fils fait d'énormes progrès et nous pourrons l'inscrire à la maternelle l'an prochain. L'une des inquiétudes des parents est de savoir s'il y a de bons médecins dans les centres de santé communautaires. C'est la raison pour laquelle nous avons passé une année à former des médecins ici. Maintenant, nous venons ici chaque semaine pour donner une mise à jour. L'hôpital Tinshan dans la banlieue sud-ouest de Shanghai fait également partie de ce réseau. L'hôpital offre des soins ambulatoires et des traitements urgents à près de 4000 personnes par jour. Son département pédiatrique soigne plus de 700 patients chaque jour et il s'agit de l'un des départements les plus fréquentés de l'hôpital. Afin d'augmenter le niveau de son équipe, les médecins vétérans de l'hôpital universitaire pour enfants de Futan sont en charge de la gestion médicale et des principales disciplines. Tous les pédiatres de Tinshan ont reçu une formation à Futan. Ils possèdent également un système de communication en ligne pour discuter des cas avec les spécialistes. Selon le directeur de l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, même si l'hôpital gère un nombre important de patients, le changement est remarquable. Nous avons remarqué, pour l'année et demie qui vient de s'écouler, une évidente baisse du nombre de patients dans notre département interne de médecine. Une baisse d'environ 60 000 patients. Dans le même temps, le nombre de patients cherchant des médecins spécialistes a augmenté de 11%. Cela permet aux patients d'être rapidement transférés selon leur situation. Les représentants des centres de santé disent que le réseau est un très bon exemple et ils s'attendent à ce que le nombre de patients continue d'augmenter à l'avenir, allégeant ainsi le fardeau qui pèse sur les hôpitaux du centre-ville. Et ainsi s'achève ce volet. Retour au plateau avec notre présentateur principal. C'est à vous. Merci beaucoup Raïssa. Et merci à vous pour votre attention. Ce journal est à présent terminé. Nous vous retrouvons dans 1h30 pour un nouveau volet. Bonne suite de programme à tous.